Mardi dernier, un nouveau code électoral a été adopté au Parlement et en attendant sa promulgation par le chef de l'État, le sujet est sur toutes les lèvres, suscitant satisfaction pour d'aucuns et incompréhension, voire doute pour d'autres. Mais quelle est la vérité des faits? Qu'est-ce qui change fondamentalement avec ce nouveau code? Quelles en sont les différentes implications? Élément de réponse donc ce matin dans l'actu décalé avec mes deux invités, Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique. Bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à toutes et à tous. En face de vous, Madame Yvette Taillot, elle est membre du bloc républicain, rapporteur du comité technique jeunesse, emploi, sport et loisirs de cette formation politique. Madame Yvette, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Laurent Roland Anthony, qui me soufflait tout à l'heure que ce sera peut-être votre test grandeur nature. On y est ou pas? Non, ça va. Troisième passage. D'accord, quand même. Déjà, félicitations. Merci. Et on ne saurait commencer sans dire un mot par rapport à la célébration du vendredi dernier, la Journée internationale des droits de la femme. Comment est-ce qu'on l'a célébrée? Alors, nous étions avec l'Institut national de la femme, avec le ministère également de la famille, microfinance, où nous avons réfléchi autour de certaines thématiques. Et le 9 mars, nous l'avons entre femmes républicaines à Porte-Novo, avec le président du parti, son Excellence Abdoulaye Biotchane. On était ensemble pour justement réfléchir à la vie de la femme dans la société et en politique. D'accord. Et qu'est-ce qu'il ressort de tout ceci? Alors, ce qu'il ressort aujourd'hui, c'est que déjà, nous remercions le gouvernement en place pour les efforts qui ont été consentis pour aujourd'hui mettre plus la femme au devant de la scène. Mais nous savons que nous avons encore du chemin à faire. Nous allons nous battre pour être encore plus représentatives, plus représentées sur la scène politique et également, que ce soit au niveau des communales et chef village, chef quartier, de plus en plus, les femmes seront présentes et nous aurons des femmes de qualité. Femmes de qualité, Jules Kitty, en face. Mais on ne demande pas mieux. Et au-delà de demander, il faut en amont être artisan, trouver sa place, que vous soyez femme ou homme, surtout homme, puisque je suis un homme, trouver sa place pour être dans la masculinité positive. Parce que, vous voyez, le monde aujourd'hui est dans des mutations qui ne permettent plus d'ériger une opposition bizarre, parfaitement inutile et nuisible entre l'homme et la femme. La bataille pour l'émancipation de la femme ne passe plus par la femme seule. La femme seule, et ne passe plus par une certaine opposition à l'homme. En fait, voilà. L'homme parfois est érigé dans une position qu'il n'a pas demandé lui-même. On le présente comme le bourreau de la femme. Et lui-même parfois se trompe en pensant que il faut qu'il soit dans cette position-là pour être homme. Voilà. Alors que l'homme... D'où le concept de la masculinité positive. L'homme qui contribue à l'émancipation de la femme. Il est parfaitement heureux lui-même. Parce que allez, la femme, ce n'est pas le sujet du jour. On ne va pas trop donc se répandre là-dessus. Concentrons-nous sur le sujet qui justifie votre présence à vous deux en plateau ce matin. Il s'agit donc du code électoral. Revenons rapidement sur l'opportunité et le contexte de cette relecture du code électoral, Jules Léandre Kitty. Mais je voudrais d'abord dire, moi je suis quelqu'un qui fonctionne par objectif. Et sur les questions de légalité et de légitimité, je suis presque carré là-dessus. Donc tout acte que quelqu'un pose, toute situation en face de laquelle je me trouve, je me demande est-ce que c'est légal? Est-ce que celui qui a agi en qualité d'agir? Il s'agit d'un code électoral qui est modifiable, il s'agit d'un code modifié par les députés, c'est eux qui auront les prérogatives pour le faire. Alors, parlant maintenant d'objectifs, je dis, depuis 2016, nous avons le régime de la rupture qui s'est installé, et à sa tête, un président de la République qui, depuis que j'ai eu l'âge de la raison pour observer les dirigeants, me paraît particulier en ce sens que tout ce qu'il veut faire, il le dit toujours. Et puisque nous n'avons pas l'habitude de vraiment nous attarder sur les discours politiques, à l'écouter, à écouter les leaders, à décrypter ça,
beaucoup sont surpris de constater après qu'il marche selon les objectifs qu'il veut poursuivre. En 2016, quand il était venu, l'un des piliers de son programme de société, son projet de société, c'était les réformes institutionnelles et politiques. Et cela a été reconduit et amélioré dans le programme d'action du gouvernement. Et la réforme du système partisan veut inciter à de grands regroupements, à des partis forts. Je ne parlais même pas de grands regroupements, beaucoup plus de partis forts. Parce qu'un parti politique qui est représenté partout dans le pays, qui est fort partout dans le pays, ou qui travaille à être fort partout dans le pays, et qui donc réussit à arracher la décision au plus grand nombre de Béninois d'adhérer à sa cause et de lui retourner l'ascenseur dans la période électorale, eh bien, c'est de cela que la réforme, c'est de ça qu'il s'agit dans la réforme. Il s'agit également de faire donc des partis qui vont produire en leur sein des gens en capacité de diriger le pays, des gens suffisamment rassasiés de solutions aux problèmes des Béninois qui légitimement veulent le bien-être. D'où le travail pour éliminer le phénomène de l'oiseau rare. Observez que depuis 1990, tous les présidents de la République qui ont été élus, aucun d'entre eux n'était militant connu d'un parti politique, activiste, qui a fait un parcours politique d'activiste politique. Certes, avant d'être président, ils ont des réseaux, comme d'ailleurs le président qui est là aujourd'hui. Maintenant, qu'un code électoral travaille à ce que les partis politiques fassent le débat démocratique en leur sein, fassent pourquoi pas des primaires, sortent des candidats, je pense que c'est une bonne chose. Donc globalement, c'est dans la suite logique de ces réformes institutionnelle politique-là, que ça se fait. Et ceux qui l'ont fait sont en droit de le faire. Après, chacun va recevoir le coup suivant sa position actuelle. Il se trouve dans la course, suivant ses capacités, ses moyens d'action en ce moment. Et ça peut être donc dur pour certains, parce que déjà en 2026, on va avoir des élections. Pour d'autres, ça va être un peu d'effort. Pour d'autres, plus d'efforts. Plus d'efforts, d'accord. Cette relecture du code électoral suit les objectifs tracés par le chef de l'État, le disait Jules Léandre Kitty, mais cette relecture intervient également dans un contexte où eh bien, cela a été recommandé par la Cour constitutionnelle. Oui, il faut dire que ce n'est qu'une suite logique des choses. Nous avons dit que nous sommes dans la réforme du système partisan, où les grands acteurs de la politique sont les partis politiques. Alors, ce code, justement, cette réforme du code électoral vient justement pour donner un réel contenu au renforcement de ces partis politiques. Et ce code vise aujourd'hui à mieux promouvoir l'équilibre de développement et également un développement équilibré, mais également on va parler ici d'unicité, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pouvoir aujourd'hui qu'un parti qui veut diriger le pays doit pouvoir prouver aujourd'hui qu'il a pu requérir la majorité des voix partout sur le territoire national. Le but de ce code aujourd'hui, c'est de dire stop aux personnes qui pensent qu'aujourd'hui je peux me lever parce que je maîtrise telle région, je peux me lever, créer un parti politique, aller à la conquête du pouvoir. C'est aujourd'hui aussi de dire stop que une partie de la population, pendant des années, on a entendu, parfois on dit, le pouvoir est toujours resté au nord, le pouvoir est toujours resté au sud, le pouvoir est toujours... Et on a parfois des termes régionalistes et tout ça. Aujourd'hui, ce code vient pour promouvoir justement l'union nationale. Aujourd'hui, ce code-là emmène à ce que ce soit la voix de tous les électeurs, de toute la population béninoise, qu'on tienne compte d'une bonne partie de cela pour qu'un président ou un vice-président soit à la tête du pays. Donc, chaque Béninois devrait pouvoir se retrouver au travers de ce code. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Vous avez commencé par, de manière subtile, nous en parler. Qu'est-ce qui change fondamentalement donc, avec ce nouveau code? Alors, nous avons premièrement le pourcentage de 10% qui passe à 15% aujourd'hui. Et 3/5 dans les circonscriptions électorales législatives. Et justement, pour qu'on puisse avoir un président et un vice-président représentatifs et légitimes, qui puissent dire, dans chaque circonscription électorale, j'ai 20% de la population de cette circonscription qui m'ont porté. Alors, nous avons, en matière d'innovation, nous en avons 6. Il faut noter qu'il y a 6 grandes innovations dans ce code.
il y a les 15% dont je viens de parler, il y a également le taux de 20%. Le taux de 20% dans les différentes circonscriptions électorales que j'ai jumelé à l'autre tout à l'heure, le taux de 20% dans les différentes circonscriptions électorales. Nous avons également la caution du président et du vice-président qui passe aujourd'hui à 25 millions. Nous avons, pour continuer également les maires et les députés, la fin de la transhumance politique, parce qu'aujourd'hui, on peut dire stop à certaines choses. Quand vous reprenez par exemple les débats qu'il y a eu lors des... à l'Assemblée, quand on parlait d'une possible révision de la Constitution, vous avez bien entendu les démocrates qui parlaient de leur crainte qu'on puisse débaucher leur parrain. Aujourd'hui, ce code vient les rassurer. Justement. On ne peut pas débaucher leur parrain parce qu'un maire ou un député ne peut pas parrainer un candidat autre que quelqu'un qui est membre ou désigné du parti de la liste duquel il a été élu. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever et avoir été élu sur la liste des démocrates et dire que quand vous venez vers la mouvance aujourd'hui, vous allez parrainer une personne non, vous devez forcément parrainer soit le candidat des démocrates ou alors une personne membre du Parti démocrate qui est en accord avec la gouvernance ou l'idée des démocrates. Ou même plus loin, un candidat du même bord que les démocrates, c'est-à-dire un parti d'opposition. Oui, c'est justement ce que j'allais compléter pour dire, avant même de le dire, c'est de dire que c'est d'inviter les Béninois, mes compatriotes, à ce que lorsqu'on veut opiner sur quelque chose, et quand cela est assorti d'un document, il faut prendre le temps, de lire, prendre connaissance du document. Il ne faut pas partir de ses émotions. Moi, je peux avoir des points de vue parfois divergents avec quelqu'un avec qui je suis tous les jours, mais je prends mes dispositions pour qu'il n'ait pas à me prendre au mot. Alors, pour compléter ce que ma soeur vient de dire tout à l'heure, il est même permis à celui qui n'est pas d'accord avec le candidat désigné par son parti politique de dire, ben, puisque moi, je ne suis pas d'accord avec ce candidat, je vais donner mon parrainage à un candidat, qui est quelqu'un qui a déposé sa candidature aussi, mais qui est du même bord politique, de même obédience, du même camp politique que moi, en français facile. C'est-à-dire quoi? De manière plus monnayée? Très bien. Vous êtes membre du parti Les Démocrates. Les démocrates ont choisi un candidat, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes député ou maire, et un autre candidat à l'élection présidentielle qui est peut-être issu du parti MPL ou qui est issu FCBE, d'un autre parti de l'opposition, vous pouvez lui donner votre parrainage. C'est ça. Ce que ça apporte de nouveau et de bien, pour moi, et ça, c'est en m'éloignant de toute considération partisane liée même à une personne. Ça va au-delà de la personne du président de la République et des députés qui sont là maintenant. Pour l'avenir, il y aura plus de lisibilité et de cohérence dans l'action politique. Vous voyez, j'ai souvent dit que beaucoup de Béninois dorment aujourd'hui en disant tel leader et de telle obédience politique. Le lendemain, il se lève, il voit déjà dans les émissions matinales, il constate qu'il est passé à un autre bord politique totalement opposé à celui-là, sans qu'il n'y ait eu aucune explication au peuple mandant et électeur, sans qu'il n'y ait eu aucun processus qui puisse amener à ça. La politique, c'est une question de conviction. Quelqu'un ne peut pas dire le régime Patrice Talon là. Moi, je trouve qu'il fait mal. Moi, je trouve que tel qu'il gouverne là, le modèle économique n'est pas bon, le modèle politique n'est pas bon. Il le dit pendant des années. Il milite au sein d'une formation politique qui dit ça ne va pas et prône travail à l'alternance. Et puis, il prend un parrainage, il va donner ça à un parti justement, un candidat de la mouvance présidentielle. Voilà. Ça n'a pas de sens. Et mieux, je vous ai dit, c'est une suite logique. C'est un fonctionnement par objectif. Lorsqu'on a fait le Parlement, la 8e législature, où il n'y avait que le BR et l'UP. Alors, lorsqu'il s'est agi de donner les parrainages pour l'élection présidentielle de 2021, est-ce que vous n'avez pas observé que dans le débat intellectuel, et y compris moi qui suis ici, je me suis dit, l'idéal aurait été que quelqu'un qui veut donner parrainage là, il puisse le donner
à celui qui est de son bord politique. Il se fait que, sauf que... à l'Assemblée nationale, avec les députés, il n'y avait que 2 partis de la mouvance présidentielle. Et ce qui a fait qu'il y a eu comme une mesure exceptionnelle qui était prise pour dire même les députés de la mouvance présidentielle pouvaient donner leur parrainage à un candidat qui est de l'opposition. En réalité, c'est une mesure exceptionnelle dans la phase pilote d'une réforme. Parce que le BR et l'UP n'avaient pas tort d'être à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ils n'étaient pas, a priori, donc responsables de l'absence d'un parti politique d'opposition à l'Assemblée nationale. Maintenant que nous sommes dans un contexte où, à l'Assemblée nationale, vous avez l'UP, le Renouveau, vous avez le BR, vous avez les démocrates. Et les démocrates sont inscrits, le parti des démocrates est inscrit régulièrement et formellement comme parti d'opposition. Et tous les actes que posent les leaders de cette formation politique montrent qu'ils sont de l'opposition. Et les FCBE et tous les autres. Mais à partir du moment où l'Assemblée nationale a cette configuration maintenant, donc on a 28 députés de l'opposition, on a des maires FCBE. À partir de ce moment, c'est nécessaire dans la logique de passer à un contexte, à une réforme où le député de l'opposition qui veut parrainer le candidat de l'opposition pour l'élection présidentielle doit être un député de l'opposition bontain. C'est ça. Et son acte doit être en cohérence avec le maillot politique qu'il a choisi de porter au regard de tout le monde. Alors, la liberté qu'on donne même à un député ou à un maire de se soustraire de la discipline absolue de groupe par rapport au choix du candidat de son parti, mais pour moi, c'est une avancée énorme. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Maintenant, globalement, et j'ai aimé le fait que mon vis-à-vis ait fait un lien entre les 20% qu'on est en train d'ériger au niveau des circonscriptions et après, qui parle du peuple, l'expression du suffrage, avec le pourcentage donné pour le parrainage. C'est-à-dire que j'ai utilisé une expression qui m'est très chère. Quelqu'un qui lève le doigt pour être président de la République doit être rassasié, j'insiste là-dessus, rassasié de solutions aux problèmes des Béninois, à leurs aspirations légitimes. Ce qui fait que ça, c'est peut-être en 2 secondes une digression pour vous dire, je suis de ceux qui sont farouchement irrités par les questions de suscitation de candidature où celui qui veut être candidat lui-même ne dit rien. Ne dit rien. Bon, moi, c'est un autre sujet. Oui, voilà. Donc il faut quelqu'un, je rêve d'avoir un président de la République, qui quand on parle de lui, dans un arrondissement, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on dit oui, lui là, oui, on le connaît. Lui là, le groupe qui le porte nous fait ci, nous fait ça. Et ces changements aujourd'hui donc introduits au sein du nouveau code permettent d'aspirer à cela. C'est ce que vous nous dites. Ça permet à ce que quelqu'un qui est candidat là, ses capacités à diriger, son background par rapport au problème des Béninois soit éprouvé. Au sein des partis politiques, vous allez voir, quand il sera question de choisir les candidats, comment ça va batailler dur. C'est ça. Parce que certains vont opter pour des primaires de façon régulière, certains vont dire on fait le débat, on va coopter des gens, peut-être ils vont passer par des pétitions, mais ça va se discuter. N'est-ce pas? Allez, vous parliez de 6 changements. Fondamentalement, on a cité donc, enfin, on a parlé de la question des 10 on est passé de 10 à 15%, la question des 20% par circonscription, la question de la caution, qui passe de 50 millions à 25 millions. 4e changement, un maire ou un député ne peut pas se permettre d'aller parrainer. 5e changement, on a aujourd'hui la légitimité de la gouvernance locale. C'est-à-dire que les CQ, les chefs quartiers ou les chefs villages aujourd'hui seront désignés en fonction des élections communales. Donc, quand un parti a remporté, a prouvé que au niveau de ce quartier, c'est lui qui domine naturellement, c'est lui qui va désigner chef village. Et ça donne une plus grande légitimité en fait, à la personne qui est ainsi présente. Et pour finir, le 6e changement, aujourd'hui on a plus de temps pour la préparation des élections ou pour le dépôt des candidatures. On passe à 180 jours aujourd'hui pour le dépôt des dossiers de candidature pour la présidence, vice-présidence, à 75 jours pour le dépôt des dossiers de candidature en ce qui concerne les élections communales, avant le scrutin, je précise chaque fois avant le scrutin, à 60 jours pour le dépôt
des dossiers de candidature pour la législature, les élections législatives avant le scrutin. Et en ce qui concerne la liste électorale informatisée aujourd'hui, on a 180 jours à 60 jours maximum avant le scrutin. Donc aujourd'hui, on a largement le temps de bien faire les choses et de déposer des listes. On ne va plus se retrouver comme ce qu'on a eu tout dernièrement où on se met à contester, on envoie des listes. Quand on vous montre que vous n'avez pas bien fait les choses, on se met à dire non, on essaye de nous mettre à part alors que vous n'avez pas eu le temps de bien vous préparer. Aucun parti n'aura l'argument aujourd'hui, avec ce délai, de pouvoir dire qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Et l'une des choses qui sont importantes aussi dans cette réforme, c'est l'accord de gouvernance qu'on peut se permettre aujourd'hui d'avoir et qui est déposé à la Sénat bien avant le dépôt des candidatures pour les présidentielles et les vice-présidents. Et souvent, si vous me permettez, la plupart des gens pensent que quand on parle d'accord de gouvernance parlementaire, ça veut dire que oui, on parle d'alliance. C'est comme si on retournait justement à la question des alliances. Chaque parti ne permet pas d'alliance. Justement. Alors, chaque parti dépose sa liste. Mais avant cela, vu que nous sommes en accord de gouvernance, nous sommes dans la même logique de la gouvernance, nous avons la liberté de choix de décider, de signer un accord ensemble et de le déposer à la Sénat bien avant le dépôt des dossiers pour les... Ce qui fera que quand nous irons, par exemple, aux élections présidentielles et que nous allons voir que nous, par exemple, nous avons 10% dans une circonscription sur les 24. Nous avons eu 20% dans 23 circonscriptions, nous avons eu 10%. L'accord de gouvernance vous permet, avec le second parti, où vous avez fait cet accord-là, de jumeler. Mais avant de pouvoir jumeler, il faut que chacun des partis ait eu les 10% au plan national. Il est très important de spécifier cela. Il faut que chacun des partis ait obtenu les 10% au plan national pour pouvoir justement bénéficier de cet accord de gouvernance qui permet de se mettre ensemble pour avoir les 20%. Dans cette circonscription, nous pouvons avoir 20%. Donc, aujourd'hui, tout est mis en place pour l'inclusion. Tout est mis en place pour qu'on puisse avoir justement les grands partis politiques qui dirigent. Mais aujourd'hui, on est en train d'œuvrer aussi pour l'unité entre partis politiques. Si nous avons la même vision, nous devrons pouvoir travailler ensemble et être de très grands partis et que le peuple puisse se retrouver à travers nous. D'accord. Ces changements donc apportés au niveau du code électoral, Jules Léandre Kitty, entre dans la droite ligne de ce que recommande la Cour constitutionnelle. Oui, évidemment. La Cour constitutionnelle avait rendu sa décision pour demander aux députés de faire en sorte que la question pour parler terre à terre, pour que les téléspectateurs nous comprennent, la question de pouvoir de parrainage, de l'exercice du pouvoir, soit complètement tranchée. C'est-à-dire qu'on sache qui va le faire. Qui parraine. Voilà. C'est tout ce que la Cour voulait régler. Et lorsqu'on parlait d'égalité, de légalité, de légitimité, c'est pour dire je ne peux pas être élu et parce que, et indépendamment de moi, on ne m'a pas encore mis dans les fonctions pour que j'agisse qualité. On m'arrache le droit de parrainer alors que quelqu'un à qui le peuple a retiré la confiance, donc qui ne sait pas faire réélire, et que lui, il puisse le faire simplement. Donc, alors, dans un pays où on a encore du temps pour légiférer, il faut le faire. Et la Cour est là pour réguler. Et maintenant, lorsque la Cour demande de régler un problème, je vous ai parlé au début de cette émission de ce que moi, je regarde si celui qui agit a les prérogatives pour dire. Le député a les prérogatives pour aller plus loin. D'aller plus loin. C'est ça. Et de dire, je règle tel problème. On en profite pour régler. Mais je voudrais ajouter quelque chose. J'ai eu l'impression que le législateur, en apportant cette touche-là au cours électoral, savait que le peuple ou les observateurs de la vie politique allaient l'attendre sur les questions de liberté, de droits de l'homme en politique. C'est-à-dire que, est-ce qu'en poussant les pourcentages à ce niveau, en faisant ces réglages-là, ces montages-là, est-ce qu'on n'empêcherait pas les partis politiques qui
au regard de leurs résultats passés, n'avaient pas encore atteint les 10%, les 10% par les exemple. 20% d'aller aux élections. Le code actuel n'empêche pas, au-delà des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale actuellement, d'aller aux élections. Vous nous l'affirmez, oui, Franco. Le code ne les empêche pas d'aller aux élections. Mais pourquoi parle-t-on alors de code instrument d'exclusion? Mais je vous ai dit, beaucoup opinent sans prendre connaissance c'est-à-dire des documents. Que je connais beaucoup de Béninois qui, quand ils m'appellent, on échange, je sens qu'ils se sont dit, bon, on m'a dit que donc le pouvoir qui est là, fait élection d'exclusion. Et toutes les fois qu'on va vouloir modifier une virgule à une disposition légale, c'est pour exclure. Et donc, c'est exclusion, il faut aller contre. Deuxième chose, l'exclusion peut être vue par certains acteurs politiques du point de vue de, vous mettez la barre très haut, vous nous compliquez la tâche d'atteindre cette barre-là et de dépasser ce seuil. C'est ça. Alors, donc, ce qui se passe pour des partis politiques qui, par exemple, ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et au niveau des conseils communaux et qui veulent atteindre déjà les 10% et qu'on amène à 20%, c'est qu'on leur demande simplement plus de travail. Non, moi je ne... Oui, en politique, non, en politique... De leur angle de vue, c'est comme si on leur demandait l'impossible. Très bien. Quelqu'un peut se permettre d'avoir cet avis-là. Mais je préfère que la personne dise « Ah, mais vous me demandez plus à faire. J'avais déjà des efforts surnaturels. » Maintenant, si la personne dit « Ça me dépasse », c'est la personne qui a dit ça. C'est ça. Ça la dépasse. Mais ce n'est pas la loi qui dit ça dépasse. C'est ça. C'est comme si vous demandez à être... Vous avez des listes présentées dans toutes les circonscriptions électorales, non? On vous demande d'être fort dans toutes ces circonscriptions électorales. Ça va aider aussi les partis politiques à faire ce que j'appelle des positionnements conséquents. Conséquents, c'est ça. À faire de la mobilisation dans toutes les circonscriptions électorales. À choisir ceux qui peuvent vraiment faire gagner le parti dans ces circonscriptions électorales. C'est ça, on a presque C'est du travail à faire et les 2 ans, je me dis, vraiment, il ne devrait plus y avoir un seul parti politique aujourd'hui qui va perdre 24 heures sans être à l'assaut. Au charbon, c'est ça. Voilà. Allez, on a fini dans quoi? 2-3 minutes, mais avant, oui, je reviens à vous, Madame Yvette Taïro, sur la question de l'exclusion. Allez, JT, ce sera un nouveau code qui, une fois de plus, vient en exclure plus d'un. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? C'est complètement faux. Parce que déjà, les 3 partis représentés à l'Assemblée aujourd'hui disposent chacun du nombre de parrains qu'il faut pour aller à la présidentielle. Voilà, et à l'Assemblée, nous avons la mouvance comme l'opposition. Donc, pourquoi parler d'exclusion? Et pour en revenir, quand je prends par exemple le parti FCBE, qui n'est peut-être pas présent à l'Assemblée, mais qui a quand même des élus communaux, ils pourront très bien aller aux élections législatives ou aux élections communales. Aujourd'hui, ce code ne met personne à part, n'exclut personne. Au contraire, c'est un code d'inclusion. Et en même temps, c'est un code, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, qui vous emmène justement à faire plus. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons des partis nationaux. Nous ne voulons plus de partis d'une région ou d'un secteur, mais nous voulons de grands partis qui sont nationaux. Donc, au contraire, c'est un code d'inclusion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour plus de spécifier, ceux qui ont émis la crainte de voir leurs parrains être débauchés, aujourd'hui, sont rassurés totalement. Sont rassurés. Donc, c'est-à-dire que la mouvance ne peut plus aller débaucher des parrains dans le camp du parti les démocrates. Avant que de se quitter, un mot sur quand même certaines confessions religieuses, des OSC, et même on a vu, je pense, le parti FCBE qui demande à ce que, oui, le chef de l'État ne promulgue pas cette loi. Oui. En 30 secondes. Là encore, c'est légitime. Là encore, ils sont dans le droit. Ils sont dans le droit. Maintenant, ils se sont adressés à qui de droit? Le chef, nous sommes à une étape où la Cour constitutionnelle va contrôler la conformité avec la Constitution. Le chef de l'État va promulguer. La loi permet au chef de l'État, si par extraordinaire, le chef de l'État trouvait qu'il y avait vraiment matière à ne pas promulguer, à demander à ce qu'on refasse la relecture. Maintenant, si le chef de l'État estime qu'il n'y a pas matière à ne pas promulguer, nous sommes dans une société de dialogue. Le chef de l'État, il a déjà démontré plusieurs fois, il peut prendre l'angle lui-même aussi avec les confessions religieuses là, et discuter, les convaincre. Les OSC,
Et je pense qu'il peut les appeler aussi. C'est ce qu'on peut souhaiter. On peut souhaiter qu'il y ait un échange entre le chef de l'État et ses composantes de la nation, que moi, je suis très heureux de voir réagir comme ça. Voilà. La société civile, on l'a vu dans ce pays très dynamique. Donc, il faut que ce regain d'activité-là vienne. Donc, ce n'est rien de mauvais en soi. Mais avec le chef de l'État, ils vont discuter. Si c'est lui qui les convainc, bon, tant mieux. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je dirais que, sincèrement, ces OSC et ces confessions religieuses sont exactement dans leur rôle. Elles sont en train de demander quoi? Elles demandent l'inclusion, elles demandent la paix. Et il faut noter que le gouvernement en place aujourd'hui, justement, milite dans ce sens. Parce que ce code électoral, contrairement à ce qu'on peut penser, justement, veut qu'on arrête avec les guerres de régionalisme qu'on a eu à vivre il n'y a pas longtemps lors de certaines élections. Donc, les partis qui viendront aujourd'hui seront acceptés par toutes les régions du Bénin et ça va dans le même sens. Mais pour accompagner ces réformes-là, il faut bien que les institutions en charge d'organiser les élections, techniquement et politiquement, deviennent professionnelles. Parce que ça va être le talon d'Achille si ces institutions ne jouaient pas bien leur rôle. C'est ça. Allez, c'est un code électoral qui, plutôt que d'exclure, œuvre justement pour, on va dire, l'érection de grands ensembles, de grands partis au plan national. Et c'est un code qui, il faut le préciser, s'applique à toutes les formations politiques, de la mouvance comme de l'opposition, qui incite à l'effort acharné. C'est un code qui permet aujourd'hui aux trois formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale d'avoir un candidat à la prochaine présidentielle et qui leur permettra également donc, de se positionner pour les élections générales, pour ce qui est de la législative et des communales de 2026. Merci à vous. Jules Léon Kitty, vous êtes chroniqueur politique. Merci à vous. Madame Yvette Taïwo, vous êtes membre du Bloc républicain, d'être venue en plateau éclairer la lanterne de nos amis téléspectateurs sur ce sujet. Combien de fois important qui est sur toutes les lèvres. Sur toutes les lèvres. On aura fait l'essentiel, on aura dit l'essentiel sur Matin d'Éden de ce jour. On se donne rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, Plaise au ciel. Au revoir.